La forêt tropicale humide, c'est la nature dans toute son extravagance. Ces forêts recèlent plus de la moitié des espèces animales existant sur Terre. Sous l'impénétrable océan de verdure, c'est tout un monde grouillant qui se cache. Et seuls des regards avertis parviennent à déchiffrer les 1001 scènes du permanent combat pour survivre qui se joue ici. Ce monde extraordinairement complexe, une nouvelle race d'aventuriers a décidé de l'explorer. Des chercheurs, des savants, dont le seul souci est d'apprendre, et qui n'hésitent pas pour y parvenir à affronter bien des dangers. L'île de Barro Colorado, au milieu du canal de Panama, est un lieu privilégié et sans doute unique au monde. Cette réserve protégée, où l'Institut smithsonien de recherche tropicale s'est installé, accueille des chercheurs venus du monde entier. Cette île a pour moi un attrait tout spécial. Et plus j'y viens, plus je m'y sens chez moi, à l'aise. Et c'est si fascinant. On trouve ici une variété d'espèces comme nulle part ailleurs, et de fantastiques moyens mis à notre disposition pour nos recherches. Ici, on a sans cesse la possibilité de découvrir un animal, une espèce, un comportement dont personne jusque-là ne soupçonnait l'existence. La forêt tropicale humide est un immense puzzle. Mais comment parvient-elle à alimenter une vie animale aussi variée et aussi riche, et en même temps à survivre elle-même? À l'origine de tout, il y a ces arbres géants. Des arbres qui, au cours de leur poussée vers la lumière, influencent l'existence d'innombrables créatures. Les probabilités pour que d'un grain enfoui sous terre s'élève un jour l'un de ces titans sont infimes. Leur réussite repose sur une longue stratégie et de la chance. L'art de l'escalade fait partie du travail des chercheurs et Deirdre McLean a dû apprendre à se servir de cordes de rappel et de mousquetons. Cet immense bouquet rose est un diptérix. Dominant la marée verte, il se dresse à plus de 35 mètres du sol. Ces fleurs produiront des fruits d'où sortira peut-être un jour la semence d'un arbrisseau qui viendra remplacer l'ancêtre tout en haut de la frondaison.
J'aime bien escalader les diptéryx. Ce sont de beaux arbres, et comme ils dominent toute la forêt, on a des vues superbes là-haut. En plus, leur bois est très dur, aucune traîtrise. Je me sens en sécurité. J'éprouve des sentiments chaque fois différents quand j'escalade un de ces arbres. Par exemple, une sorte de familiarité quand c'est un arbre que j'ai déjà escaladé et que je retrouve avec plaisir. Quand c'est un arbre nouveau et qui me pose des problèmes, ça peut être assez éprouvant nerveusement. Cette fois, Didra a grimpé là-haut pour relâcher un coati, qui est venu se prendre dans ce piège. C'est au moins la 15e fois que ceci se reproduit. I have caught you 15 times and you always thrash around. Just wait a sec. Comment des animaux, qui ne sont pas des grimpeurs nés, peuvent-ils se retrouver aussi haut dans les arbres? En fait, ils sont maladroits, sautent très mal, ne peuvent se retenir aux branches ni par leur queue, ni par leurs pattes non préhensiles. Et pourtant, ils se débrouillent. Ces voûtes forestières sont très courues. Et pour une bonne raison. Feuillage, fleurs, fruits, la nourriture y abonde. Les cimes étendent aussi leur protection sur les épais sous-bois où se croisent proies et prédateurs. Ces forêts sont un des derniers territoires encore inexplorés. Il n'y a que 10 ou 15 ans que l'on a commencé à grimper dans les arbres et à s'intéresser de près à tous ces animaux. On a un peu l'impression, quand on monte dans la voûte forestière, de vivre une aventure semblable à celle des plongeurs au fond des océans. Les uns et les autres, nous pénétrons dans un monde si mal connu. On sait aujourd'hui que les forêts tropicales humides ont bien peu de choses à voir avec l'image traditionnelle de la jungle. Et d'abord, parce qu'elles connaissent une longue saison sèche. La nourriture alors devient rare. Et même les coatis, qui se contentent pourtant du peu qu'ils trouvent, ont bien du mal à s'alimenter. Il faut attendre. Les fruits du diptéryx vont bientôt mûrir. Dans les hautes branches, les singes hurleurs sont impatients eux aussi que le festin commence. Pour les diptéryx, un timing précis est crucial. En produisant leurs fruits à la saison sèche, ils s'assurent que de nombreux animaux se précipiteront pour les dévorer. Et les arbres ont besoin que leurs fruits soient mangés pour que les semences qui y sont prisonnières soient dispersées sur le sol de la forêt et aient une chance de se reproduire. La nourriture est si abondante que les singes peuvent se permettre d'être sélectifs, choisissant les fruits les plus mûrs et laissant négligemment tomber les autres au sol.
Cette pluie de fruits à demi dévorés ne sera pas de grande utilité pour le diptérix. Les semences ont peu de chances de pouvoir se développer sur ce terrain sans lumière. Par contre, au sol, pour les animaux affamés, cette manne tombée du ciel est une aubaine. Les coatis ne s'intéressent qu'à la chair bien tendre et abandonnent intact le noyau qui contient la semence. Mais d'autres attendent patiemment de participer au festin. Les agoutis sont des rongeurs. Leurs mâchoires puissantes leur permettent de briser les plus solides noyaux pour dévorer les graines. Les écureuils aussi. Les pécaris, à leur tour, viennent réclamer leur part du butin. Bientôt rassasiée, la petite troupe de coatis s'installe confortablement pour une séance d'épouillage. Le soir qui tombe n'interrompt pas l'inlassable activité des habitants de la forêt. Mais la générosité des diptérix semble bien mal récompensée. Les fruits qui n'ont pas été dévorés gisent au sol, et la dispersion escomptée des semences paraît avoir échoué. Mais une nouvelle chance leur sera peut-être donnée, alors que s'élève la lune au-dessus de la forêt. Les habitants de l'ombre vont prendre possession des lieux. Les chauves-souris d'abord, qui à la nuit tombée abandonnent l'obscurité de leur caverne. Mais aussi de petits prédateurs nocturnes, comme cette souris opossum, très friande d'insectes, et qui ne s'est pas laissé leurrer par le savant camouflage en forme de feuilles de cette éphigéride. Manger ne doit pas empêcher d'être sans cesse sur ses gardes. Si l'on ne veut pas être mangé. Pour tous les petits rôdeurs, les marguets sont de redoutables prédateurs que le moindre bruit alerte. Les nuits de la forêt ont une autre fidèle habituée. Pour les besoins de ses recherches, Elisabeth Calco est devenue à Barro Colorado une créature nocturne. Elle a appris à ne plus s'effrayer lorsque deux yeux brillants percent l'obscurité près d'elle, ou lorsqu'elle est frôlée par le vol silencieux d'une chauve-souris. D'ailleurs, comment aurait-elle peur des chauves-souris?
Elles sont justement l'objet de ses recherches. Et c'est pour elles qu'elle sort la nuit, pour aller tendre de minces filets au-dessus des cours d'eau, pour capturer quelques sujets d'étude. Celle-ci est une chauve-souris fructivore. Elles ne sont pas difficiles à sortir des filets à condition de se méfier de leurs dents pointues. Oh, you'll always have bitten your way through. Legs are free. Voilà, les pattes sont libérées. Whoops. Attention, ne mords pas. Be nice. All right. Je ne trouve pas que les chauves-souris soient laides. Ce préjugé sur leur laideur vient de ce qu'elles sont très mal connues. La plupart des chauves-souris ont de jolies têtes. Ici en particulier, on en trouve qui ont des traits réguliers, des oreilles colorées, de grands yeux. Rien de laid dans tout ça. Mais pour Elisabeth, l'étude des chauves-souris va bien au-delà de l'admiration pour leur physique. Quand une chauve-souris se prend dans un de mes filets, il arrive qu'elle transporte un fruit dans sa gueule. Je sais tout de suite de quelle espèce il s'agit et quel fruit elle a cueilli. Voyons voir ce que celle-ci s'est octroyée comme dîner. Je la sors du filet, un fruit de Diptérix, qu'elle n'a pas lâché au moment de la capture. Pour les majestueux Diptérix, les chauves-souris aux ailes fragiles sont les principaux agents de leur reproduction. Attirées par l'odeur des fruits mûrs, elles naviguent au milieu des arbres. La mort partout guette, prompte à frapper. Mais le sonar perfectionné des chauves-souris lui permet de repérer aussi bien les dangers que les fruits convoités. La chauve-souris ne mangera pas sur place le fruit qu'elle a choisi. C'est beaucoup trop dangereux. Elle l'arrache de la branche et l'emporte avec elle. Ce n'est que lorsqu'elle aura trouvé un refuge sûr, le plus souvent le tronc d'un palmier dont les longues palmes permettent de se dissimuler, qu'elle s'arrêtera pour dévorer son butin. En transportant au loin les fruits du Diptérix, elle lui rend un service sans prix. Les semences ont ainsi une chance d'être épargnées par les parasites ou les maladies qui affectent souvent l'arbre reproducteur. Et mieux encore, sa manière de grignoter la chair du fruit a pour résultat de faire tomber les graines au sol. À l'époque où les fruits du Diptérix deviennent mûrs, chaque chauve-souris répète le même voyage chaque nuit. Et chaque fois, elle retrouve le même abri pour manger. Les graines s'accumulent ainsi sur la même portion de sol, offrant au Diptérix ses meilleures chances de reproduction. Malheureusement, la lumière du jour va révéler à tous la présence de ces fruits à demi dévorés. Les précieuses graines sont-elles condamnées? Ont-elles fait ce long voyage pour rien? Le petit agouti, même affamé, ne pourra venir à bout de tous les fruits. Et son comportement face à cette profusion va en fait ajouter une pièce au délicat puzzle qui permet au Diptérix de se reproduire. En effet, la saison sèche est loin d'être finie, et son instinct lui dicte de constituer des provisions pour les temps difficiles. Alors, un peu comme un écureuil, il va soigneusement cacher ses graines dans le sol, l'une après l'autre.
Le petit jardinier des tropiques a gentiment planté un des futurs géants de la forêt. La sécheresse s'est aggravée. De nombreux arbres perdent leurs feuilles, comme dans une version tropicale de nos automnes. Les cours d'eau ne sont pas totalement asséchés, mais la chaleur intense prive de plus en plus la forêt de l'humidité si précieuse. Heureusement pour les animaux, il reste encore quelques mares. La chute des feuilles est une façon pour les arbres de lutter contre la sécheresse, en économisant leurs réserves d'eau. La forêt tout entière souffre de la sécheresse. Mais certains de ses habitants savent profiter de la situation. Un tapis de feuilles sèches représente pour cette chenille un terrain idéal où exercer ses talents pour le camouflage et disparaître aux yeux de tous. Il est difficile d'échapper aux hordes exterminatrices de fourmis. La sécheresse a eu raison des insectes les plus faibles. Et les fourmis sont obligées de s'attaquer à des proies considérablement plus grosses qu'elles. Elles en triomphent le plus souvent grâce à la force du nombre. Cette femelle criquet a bien du mal à défendre ses larves contre l'attaque d'une guêpe. Le mois d'avril est arrivé. La sécheresse est à son comble. Et beaucoup d'arbres ont perdu tout leur feuillage. La famine règne partout et les boutons de balsa sont dévorés avant même d'avoir pu fleurir. La forêt et tous ses habitants attendent la pluie tant désirée. Il peut tomber de 2,50 m à 3 mètres d'eau pendant la saison des pluies. Et la première grosse averse suffit à faire revivre la forêt. À faire se gonfler les torrents. À faire ressurgir tous les animaux qui ont besoin de l'eau pour vivre, comme les grenouilles. Et à faire réapparaître aussi Stanrand. Stanrand est un grand spécialiste des grenouilles. Il n'aime pas particulièrement l'humidité, mais il a dû apprendre à supporter des déluges pour approcher ses animaux préférés. La pluie a beaucoup d'inconvénients, dit-il. Mais le pire, c'est qu'elle embue mes lunettes et que je n'y vois plus rien. Heureusement, dans son travail, la vue ne lui sert pas beaucoup. Le monde des grenouilles se pénètre la nuit, et pour s'y repérer, il n'y a que les sons. Stanley Rand a une oreille extraordinaire. Dans un concert comme celui-ci, il est capable de distinguer et d'identifier les cris de 15 espèces différentes, ou plus. Seuls les mâles coassent pour appeler une partenaire. Vous avez entendu celui-là?
C'est pas facile à imiter. Ça, c'est quand ils ont vraiment besoin de frayer. Il faut faire très attention en le touchant, il est très venimeux. Ça, c'est un jeune mâle pentadactyle. Comme toutes les grenouilles, il est carnivore. Il se nourrit d'autres grenouilles, de souris, d'insectes et même de petits oiseaux. Et il émet des sécrétions dorsales très désagréables. Ah, il m'a eu. Cette sécrétion est une de leurs défenses, modérément toxique, mais très irritante. Stan Rand vit depuis 30 ans dans l'État de Panama et se rend dans l'île de Barro, Colorado à la moindre occasion. Il sait tout des grenouilles et de leurs cris. Celui-ci est un mâle Physalaemus. Quand il est seul à appeler, il émet un cri prolongé. Si un concurrent se présente, il change son cri en y ajoutant des modulations. Je réussis parfois à être pris pour un autre mâle. Vous voyez, il a changé. Et dès que je me tais, il reprend son cri initial. Ces coassements ont un rôle essentiel pour organiser les accouplements. Les femelles, en effet, choisissent leurs partenaires en fonction de la qualité de leurs cris. Les coassements les plus puissants désignent les meilleurs reproducteurs. Mais les mâles impatients de s'accoupler ne doivent pas oublier la prudence. Il n'y a pas que les femelles qui écoutent leur voix. Dans ces parades amoureuses, chaque mâle risque sa vie. Pendant l'accouplement, le mâle chevauche la femelle qu'il tient étroitement serrée. La femelle émet un chapelet d'œufs mêlé à un liquide que le mâle va fouetter tout en fertilisant les œufs. Cette masse bulleuse, qui ressemble à des œufs battus en neige, servira de nid. Ces minuscules grenouilles s'accouplent dans de petites flaques d'eau creusées au pied d'un arbre. La bulle fournit aux œufs humidité et oxygène, en même temps qu'elle les protège des prédateurs. Il arrive que plusieurs couples s'associent pour élever, pour l'ensemble de leur progéniture, de véritables forteresses de mousse. Les grenouilles arboricoles à œil rouge ont développé une autre stratégie pour protéger leurs œufs. Elles sont beaucoup plus à l'aise sur les hautes branches des arbres que dans les mares. Et elles n'en descendent qu'au moment de s'accoupler. Les mâles sautent jusqu'aux feuilles les plus basses, d'où ils appellent leurs partenaires. Le mâle s'agrippe au dos de la femelle, beaucoup plus grosse que lui. Et c'est elle qui va le porter en rampant jusqu'à l'endroit précis où elle pondra ses œufs. Une feuille surplombant une petite flaque d'eau. Le choix de l'emplacement est capital.
Les œufs sont incrustés dans une masse gélatineuse, sorte d'aquarium protecteur où se développeront les têtards avant de plonger dans la flaque au-dessous. La maturation est très rapide, ce qui est indispensable, car le danger menace. Au bout de 4 jours à peine, on peut déjà reconnaître les petits têtards qui se sont formés au cœur de l'enveloppe visqueuse. Mais ils ne sont pas encore prêts à plonger. Et ils n'auront peut-être pas le temps de le faire. Il leur faudra encore 2 ou 3 jours avant que leur queue soit suffisamment allongée pour leur permettre de nager. Une faculté indispensable s'ils veulent survivre aux nombreux poissons qui pullulent dans les petites mares de la forêt. Cruelle alternative que celle de risquer de finir dans la gueule d'un serpent au sol ou dans celle des poissons qui attendent leur plongeon. Plus voraces encore que les poissons, les nymphes de libellules sont pour les têtards des ogres sans merci. Mais ces têtards sont si nombreux qu'ils ne mourront pas tous. Certains échapperont à la mort promise et retourneront un jour dans leurs arbres. La saison des pluies est finie. Dans le sol, la semence du diptérix est bien vivante et prête à éclore. Mais avant que cela ait lieu, la forêt devra connaître une nouvelle métamorphose. Sous l'effet de l'humidité, la couche de feuilles mortes qui recouvre le sol commence à se décomposer. Il suffira de quelques jours pour que cette décomposition fournisse à la terre un riche terreau de vie. Champignons et humus auront vite fait de se développer aux dépens de cette pourriture. Les artisans de ce renouveau, ce sont avant tout les champignons qui prospèrent aux dépens de la matière putréfiée pour faire renaître la vie. Et le cycle sans fin de la nature voit sortir de la pourriture les jeunes tiges de la génération de demain.
Les jeunes plantes sont pressées de grandir, de s'élever vers la lumière. Seulement, il y a toujours et partout des bouches avides de dévorer toute cette sève. Alors les plantes ont appris à se défendre, à inventer des poisons dissuasifs qui imprègnent leurs feuilles. Mais le jeune feuillage, lui, n'a pas eu le temps de mettre en place son système chimique de dissuasion. En outre, le poison, s'il est redouté par les uns, est un cadeau pour d'autres. Certains insectes ont développé des antidotes à telle ou telle toxine végétale et peuvent dès lors se repaître des arbustes qui leur sont livrés sans risquer d'affronter la concurrence d'autres espèces. Les fourmis coupeuses de feuilles n'ont pas hérité de cette immunité, mais elles savent reconnaître les plantes non toxiques pour en découper les feuilles qu'elles ramènent à leur nid. Sans cesse dans la forêt, le cycle de la vie se poursuit. Le feuillage avalé par un singe deviendra bientôt, sous forme d'excréments, un engrais qui enrichira le sol, ou sera dérobé par un bousier pour nourrir ses petits. La semence d'un nouveau diptérix vient d'éclore. Quel long et dangereux voyage elle a effectué, depuis la fleur tout là-haut dans la frondaison, en passant par la gueule d'une chauve-souris, les griffes d'un agouti qui l'a enterrée là, et où elle a dû attendre des mois les nouvelles pluies. Combien de milliers de semences a-t-il fallu pour qu'éclose un seul de ces arbrisseaux? Et il est encore si frêle, si peu assuré de survivre, avec toutes ces bouches avides en quête de nourriture facile à obtenir. Les plantes qui n'ont pas été mutilées ne sont pas pour autant tirées d'affaire. La lumière est essentielle à leur croissance, et la lumière est rare sous cette épaisse frondaison. Les animaux savent où trouver la lumière. Mais les plantes, rivées à leur socle, sont bien obligées d'attendre le bon vouloir du soleil et de se contenter des faibles rayons qui percent la voûte forestière quelques instants chaque jour. Et même si, où il est placé, l'arbuste parvient à profiter de l'indispensable lumière, le moindre incident peut signifier sa perte.
La mort d'un géant s'entend loin dans la forêt. Pour qu'un nouveau diptérix puisse croître, il faut qu'un autre meure. Une énorme trouée s'est produite tout d'un coup dans une frondaison sans faille. Le sol ici n'a pas reçu le soleil depuis des dizaines d'années. Pour les jeunes plantes avides de lumière, c'est une opportunité merveilleuse de pouvoir se fortifier et se développer. Philippe Devrier est biologiste lui aussi, et il fréquente beaucoup cette forêt. Ce qu'il y cherche, ce sont justement les clairières ouvertes par la chute brutale d'un géant. C'est là qu'il peut observer ses animaux préférés, papillons et chenilles. Les papillons sont de merveilleux guides, dit-il, qu'il suffit de suivre pour savoir où les choses se passent. Ce petit papillon l'a justement conduit jusqu'à une de ces plantes qui profitent des soudaines trouées dans la forêt pour croître. Là-bas, on l'appelle un croton. Et elle est connue pour les relations de symbiose qu'elle développe avec une certaine espèce de fourmi et avec la chenille d'un papillon. Les crotons produisent des sécrétions sucrées pour attirer les fourmis. Et celles-ci, une fois installées sur les plantes, les protégeront des insectes mangeurs de feuilles. Le cercle est fermé. La plante offre aux fourmis un nectar sucré en contrepartie de la protection que celle-ci leur assure contre ses prédateurs. Pourtant, et c'est ce que j'étudie, il y a sur ces plantes un autre mangeur de feuilles, mais que les fourmis n'attaquent pas parce que lui aussi produit des sécrétions sucrées. Cette chenille de papillon se comporte exactement comme la plante, payant elle aussi sa dîme aux fourmis. Ce qui est amusant au sujet de cette chenille, c'est qu'en soudoyant ainsi les fourmis, ses voisines, elle obtient non seulement le droit de paître librement, mais aussi leur protection contre les prédateurs. Et la chenille a inventé, en plus de cette production de sécrétions sucrées, un tour encore plus magique. Philippe a en effet découvert que ces chenilles étaient capables de chanter. Cet équipement est composé d'un ampli et d'un microphone ultra sensible. Je peux écouter grâce à lui des sons inaudibles pour l'oreille humaine, comme le chant de cette chenille. C'est assez fascinant de découvrir comment ces sons sont produits. Au sommet du crâne, elles ont une sorte de collier avec deux petits bâtons. Ces bâtons martèlent le crâne qui se déplace d'avant en arrière. Et les bâtons sont formés de petits anneaux qui grincent contre le crâne lorsque celui-ci se déplace. Un peu comme un instrument de percussion sud-américain. Je ne crois pas m'avancer trop en disant que j'ai la plus belle collection au monde de chants de chenilles. Mais voyons maintenant ce qui se passe si on remet en présence la chenille et les fourmis. La chenille sait se servir de ses vastes talents musicaux pour imiter les cris des fourmis. En bon samaritain, celles-ci réagissent sans délai pour venir au secours d'une victime qui réclame de l'aide. Et le danger n'était pas loin.
Seule contre son agresseur, la chenille serait perdue. Mais la fourmi protectrice aura vite fait de dissuader l'intrus. Cette guêpe parasite n'aura pas plus de succès. Plus on vit dans cette forêt, plus on est fasciné par l'incroyable complexité de cet univers et les liens sans cesse tissés entre les espèces. Ceci nous incite à beaucoup d'humilité. Aussi fines que soient nos observations, par rapport à ce qu'il nous reste à découvrir, nous ne savons et ne saurons jamais rien. Ce jeune plant de Diptérix n'est évidemment pas conscient du vaste système interactif qui a été nécessaire pour lui permettre de commencer à croître. Mais s'il parvient un jour au rang d'un des géants de la forêt tropicale, il remboursera au centuple à tous ses habitants la chance qui lui a été donnée de naître.